Nous allons dès à présent quitter la période du Moyen-Âge et arriver dans celle de la Renaissance, où nous parlerons des grandes expéditions au premier maître gantier parfumeur. En 1453, c'est la chute de Constantinople et la naissance de la Renaissance, qui désigne les débuts des temps modernes. Constantinople était appelée la Nouvelle Rome, et c'était une des plus grandes métropoles de l'Empire romain. Après la chute, tous les gens partent en Italie. De nombreuses inventions marquent cette période, comme l'imprimerie, par Gutenberg, invention de la boussole, les châteaux symétriques ou encore l'invention des jeux de cartes et du tricot ou de l'horloge mécanique. La Renaissance est aussi une période de renouveau artistique. Nous pouvons dire qu'il y a une renaissance italienne car ce pays devient la terre du parfum et de la beauté, notamment Venise qui est synonyme de puissance et qui reflète le luxe et le doux vivre. Venise devient une ville artistique où le parfum est omniprésent puisque c'est la capitale du parfum. On y parfume les banquets, les sauces rallongées à l'eau de rose, etc. Et c'est aussi là que va naître le premier traité de parfumerie avec 327 recettes de parfums de l'époque. Cette ville possède aussi le monopole des importations des matières premières. On plébiscite les maîtres verriers de Murano pour le savoir-faire et la créativité, et ce sont eux qui vont élaborer les flacons de parfum. Et en fait, il va y avoir de nombreux explorateurs qui vont être à l'origine de découvertes de matières premières, comme par exemple Christophe Colomb, financé par la reine de Castille, qui atteint avec sa flotte les grandes Antilles, et va découvrir la vanille, le copal du Mexique, la fève tonka, le cacao ou encore le tabac. Et il va aussi y avoir Vasco da Gama qui ramène de ses expéditions en Inde et au Ceylan du poivre, de la cannelle, de l'encens ou encore du benjoin. Donc forcément, vous vous en doutez, les matières premières découvertes vont être utilisées dans la parfumerie. Parlons à présent de Catherine de Médicis, que vous connaissez sûrement, qui a un lien aussi avec le parfum. Elle faisait partie de la grande famille de banquiers qui manipulaient Florence grâce à leur grande richesse. Les banquiers, aussi appelés les Médicis, étaient à l'origine de l'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, la première herboristerie du monde. Elle était tenue par des moines dominicains du couvent Santa Maria Novella. La communauté fonde alors une apothicaire en 1221, au départ pour leurs propres besoins, mais c'est en 1348 que les moines vont mettre leurs connaissances au service des autres. Ils font ce que les Médicis leur demandent. Cette officine a un gros succès puisque des parfumeurs du monde entier s'y arrêtent pour acheter des produits. Et cela forme un très gros commerce. Catherine de Médicis, par son mariage avec Henri II, devient reine de France à 28 ans et donne naissance à 3 enfants avec difficulté. On pense qu'elle a perdu ses parents quand elle était enfant et que c'était une reine machiavélique qui utilisait tous les moyens pour parvenir à ses fins. On la surnommait l'étrangère de la cour. Elle a survécu dans un très beau château. Son but était de réunir les catholiques et les protestants. Elle va même marier sa fille Marguerite de Valois avec un protestant, Henri Bourbon. C'est une femme très superstitieuse qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Elle porte beaucoup de noir, on la remarque d'ailleurs grâce à cette couleur. Elle rend à la mode les gants sur mesure parfumés en cuir venant d'Espagne. Les gants seront fabriqués à Grasse par la célèbre famille Tombarelli. On faisait 2 à 3 distillations pour parvenir aux résultats finaux et on fixait ensuite le parfum sur la peau comme par exemple la civette. Catherine de Médicis avait un parfumeur attitré qu'on appelait Renate Bianco, dit René le Florentin, dont on n'a aucun renseignement. C'est un peu un alchimiste et il ouvrit son propre magasin sur le célèbre pont au change dédié aux parfumeurs et fabriqua de nombreux produits comme des vinaigres de toilette, des huiles de santal à la rose ou encore à la lavande, mais aussi des savonnettes au citron ou à l'orange. Mais il commence surtout à composer des eaux au camphre ou encore à la camomille. À cette époque, il y a de nombreuses tendances parfumées. Le parfum va avoir 3 vocations. Premièrement, on va l'utiliser pour vaincre les mauvaises odeurs, car à l'époque on se lave pas et on enferme plutôt les vêtements dans des coffres avec des écorces de fruits, ou alors on se lave juste les mains avec du savon très parfumé contenant du musc, du girofle ou de la violette. Donc c'est la mode des parfums lourds et capiteux pour masquer les mauvaises odeurs. Mais aussi on l'utilise pour se parer ou pour séduire. On fait en sorte de faire des parfums très aphrodisiaques, avec par exemple du sang de chat, du sang d'hirondelle, de cigogne. Oui, c'est pas très glamour. Et le plan religieux va passer pour la première fois au second plan. Du Moyen-Âge, on va conserver le pomander qui devient un véritable objet d'art, mais celui-ci s'ouvre en quartier. Lors de cette époque, on use et on abuse d'autres senteurs, qui sont parfumées à la fleur d'oranger, à la rose ou encore à la lavande. On utilise aussi des vinaigres aromatiques, surtout avec le retour de la peste et l'apparition d'autres maladies, qui vont fermer les étuves à cause de l'exposition aux pestilences. Clairement, la Renaissance est synonyme de grâce et de puanteur.
À cette époque, on fait de nombreux progrès, notamment dans l'évolution de la méthode de fabrication des savons, qui se font avec une lessive de chaux et de cendre bouillie. Nous avons aussi les alchimistes qui se sont essayés au parfum en utilisant des mélanges incroyables, et en fait on veut que l'homme transpire le parfum, et on veut parfumer le corps de l'intérieur, mais c'est très dangereux pour la santé. Et nous avons aussi un grand progrès dans l'extraction des essences, qui se font maintenant dans les alambics des vases florentins. À cette époque, il y a les premiers parfums de Grasse et c'est le début des maîtres gantiers parfumeurs. Montpellier va détrôner Venise au XVe siècle, puis Grasse en termes de capitale de parfum. Grasse, on va y cultiver la rose, la lavande et on commence les plantations de plantes à parfum. Grasse est aussi une ville de tanneurs où on y cultive des pots. La profession de parfumeur va donc s'implanter à Grasse, mais la concurrence est présente car on y retrouve des épiciers et des apothicaires, mais le métier de parfumeur augmente. Mais c'est en 1614 que la profession est reconnue comme étant maître gantier parfumeur. Donc du coup, les tanneurs vont se tourner vers la tannerie fine et vont parfumer les gants, les vestes, les ceintures ou encore les chaussures. Aujourd'hui, il nous reste beaucoup de choses de cette période. Par exemple, on a comme marque qui a été remise au goût du jour maître gantier parfumeur. Nous avons aussi des produits de l'Officina Santa Maria Novella. On y garde aussi des eaux de senteur, des eaux de Cologne et aussi les matières premières qui ont été ramenées d'expédition. On y garde aussi comme capitale des parfums la ville de Grasse. Puis on a aussi le début des parfumeurs attitrés. Bien sûr, nous avons l'iris qui a été mis à la mode par Catherine de Médicis, qui est très tendance ces 3 dernières années. Quittons la période de la Renaissance et suivez-moi pour un voyage au siècle des Lumières, période où il va y avoir un essor du métier de parfumeur et de la parfumerie française. Je vais vous raconter une histoire, donc celle des 4 voleurs à la cour du roi Soleil. Donc à cette période, c'est la peste comme au Moyen-Âge, et à Marseille, les gens qui en meurent se font voler leurs objets. Les gendarmes n'arrêtent personne, et on se demande pourquoi ces voleurs ne tombent-ils pas malades. Donc les 4 voleurs, ce sont 4 hommes qui n'ont jamais été malades et qui n'ont jamais eu la peste, car ils ont un remède miracle pour lutter contre celle-ci. Et ils vont pas dévoiler leurs secrets, mais ils sont obligés au bout d'un moment, car ils vont être menacés de mort. Le vinaigre est apparu dans les années 1700, donc c'est une odeur de vinaigre balsamique. C'est un mélange à base d'esprit de vin dans lequel on mélange du camphre et des plantes. Finalement, les 4 voleurs se sont fait arrêter et on se rend compte qu'en fait la recette de leur vinaigre, c'était la recette de Monsieur Maille qui avait été volée. Une sacrée histoire. Les matières premières continuent à être importées, notamment grâce à la Compagnie française des Indes, fondée en 1664 sous le régime de Louis XIV par Jean-Baptiste Colbert, qui est un contrôleur des finances des Indes, et fonde à Paris cette société pour importer des matières premières et accentuer les échanges avec les pays du Nouveau Monde, donc l'Asie et l'Inde. Mais plein d'autres pays viennent créer des comptoirs, une sorte de flotte marine, et la France se fait détrôner par les Hollandais. C'est donc en 1795 que va prendre fin la Compagnie française des Indes. Nous allons parler maintenant de Louis XIV et du parfumeur Martial. Louis XIV adorait le parfum et il en abusait et en mettait beaucoup trop. Et donc du coup à la fin de sa vie il ne sentait plus et il avait de grosses migraines et il est carrément devenu allergique. Mais il faut savoir que depuis la Renaissance, on est dans la saleté, on adore le parfum mais on se lave pas. Et on invente la toilette sèche. Louis XIV sent très mauvais puisqu'il prend un bain tous les 4 ans. Les gens le renomment le doux Florent, venant de l'expression « ça fleure bon ». Tous les matins on lui versait un flacon d'esprit de vin, privilège du roi, et on assistait à ses besoins, à sa toilette. Un parfumeur, Martial, s'est présenté au roi et devient son parfumeur attitré et fait une grosse fortune. À la cour de Louis XIV, on use du parfum mais surtout on manque d'hygiène. On parfume ses mouchoirs, l'éventail, le corset, on utilise la rose, la violette, des notes animales, la lavande, tout comme le romarin. Car à Versailles, tout sent mauvais puisqu'en réalité les gens font leurs besoins partout, dans les jardins, dans les châteaux, dans les parcs, dans les bâtiments ou encore dans les corridors, étaient recouverts d'odeurs fécales. Donc pour tenter de piler à ce manque d'hygiène, on brûle du parfum, on porte des cucules, donc c'est des sachets de musc et d'ambre pour parfumer et guérir, et on en met entre les plis des robes sous les aisselles. Après avoir parlé de Louis XIV, parlons maintenant de Louis XV, où l'hygiène fait peu à peu réapparition. On utilise des esprits de vin sur les mains et sur le visage, mais surtout du vinaigre parfumé. Sa cour, la cour parfumée, se parfume autant que lui. On imprègne de parfum tout ce qu'on peut, le linge, les vêtements, les accessoires, la nourriture et les boissons, et on commence peu à peu à se laver. On dissimule les sachets parfumés dans les plis de vêtements, on parfume les chapeaux et les gants. On parfume même l'eau des fontaines et les chiens de compagnie.
On change de parfum tous les jours et on raffole de la bergamote. C'est Jean Fargeon qui a créé tous les parfums du roi et fera lui aussi des dentifrices. Mais malheureusement, son père fait faillite car il n'était pas payé et donc va former son fils, Jean-Louis Fargeon, à être parfumeur. À cette époque, il va y avoir un essor de la parfumerie française et du métier de parfumeur, notamment en Grasse, où il y a toujours les gantiers parfumeurs qui améliorent les techniques d'enfleurage et de distillation. À cette époque, il existait un habit de parfumeur car chaque métier possédait un uniforme. Donc sur l'uniforme, il y a tout pour que le parfumeur puisse vendre en porte-à-porte. Les éléments vendus avaient un emplacement spécialisé. Par exemple, au niveau des épaules étaient emplacés des éventails parfumés ou encore au niveau du bas du corps étaient disposées des eaux de senteur. Les gantiers parfumeurs amélioraient aussi les techniques pour parfumer des gants. Et c'est en 1689 que les gantiers parfumeurs obtiennent la qualification de poudrier car la mode des parfumeurs touche aussi la chevelure et par analogie les perruques. Ils ont donc la statue de gantier, parfumeur et poudrier. À l'époque, il était très important d'avoir une perruque, surtout pour les hommes, car ça montrait qu'ils faisaient partie de la haute société. Mais ça ne se lave pas, ce sont les poudriers qui sont en charge, et du coup, ils poudrent les perruques. Plus les perruques sont hautes, plus elles sont à la mode, et on fait de véritables œuvres d'art. Regardez les photos. Il existe des cannes à poudre pour les hommes et des poudriers de main pour femmes. Boîte à perruques classique. En 1724, il y a 21 maîtres gantiers parfumeurs qui vont se regrouper à Grasse car ils font face à une problématique, la taxation royale relative à leur métier et l'achat des peaux qui étaient beaucoup trop chers. Ils vont donc décider de se tourner vers la dentelle et la soie. Mais finalement, ils vont plus travailler les peaux et se consacrent à la parfumerie. C'était plus rentable pour eux. On commence donc à se dire qu'il faut former les gens pour être parfumeurs. Et c'est vers 1780 qu'on distingue officiellement la chimie du parfum. Le parfum perd enfin la notion de thérapeutique. Et Grasse devient le berceau familial des parfumeurs, où on y retrouve de nombreuses marques, comme Fragonard ou Tombarelli qui fournissait Catherine de Médicis. Le métier de parfumeur devient très élitiste, on ne s'improvise pas parfumeur, on le devient, seulement si on a plus de 21 ans, et si on a eu un apprentissage de plus de 3 ans chez un maître parfumeur, et si on a servi à ce maître parfumeur pendant 3 autres années. Je vais vous parler maintenant de Marie-Antoinette. Donc c'était une Autrichienne qui était mariée à son roi Louis XVI à 15 ans. C'était une femme belle, douce et avait un sourire aimable. Puisqu'elle était élevée en Autriche, elle n'a pas eu la même éducation et donc commence à être détestée par certains et elle va subir une étiquette. Elle était très révolutionnaire et aimait être propre et bénéficier de baignoires privatives. Les parfums étaient encore très forts à l'époque pour cacher les mauvaises odeurs. Les gens aimaient beaucoup le jasmin. Elle aussi avait son parfumeur attitré, Jean-Louis Fargeon, fils de Louis Fargeon, qui venait de Montpellier et avait une maîtrise en chimie. Il va créer le parfum de la reine et commence à gagner beaucoup d'argent, ce qui va lui permettre d'ouvrir des boutiques à Paris, à Nantes et même à Londres. Elle va lui demander de lui faire des parfums qui lui ressemblent, c'est-à-dire légers, floraux et subtils. Marie-Antoinette n'est presque pas maquillée car elle est très critiquée et va suivre la mode anglaise. La philosophie des Lumières dit non au maquillage car c'est contre nature. Elle va donc mettre à la mode le maquillage nude, une volonté d'aller vers le naturel avec des crèmes au bain-joint, œil de pigeon et blanc de baleine. Son parfumeur Jean-Louis Fargeon lance la mode de prendre soin de sa peau. On doit à Marie-Antoinette les meringues, les macarons, les nougats, les croissants. Et oui, c'est elle qui a mis à la mode tout ça.